Bonjour Marie, je suis très très contente de te retrouver pour la deuxième fois dans le podcast Potentiel. Merci à toi. Merci Elodie, je suis trop heureuse d'être ici et plein de choses à raconter. Mais oui, parce qu'on s'était retrouvés du coup l'année dernière pour parler notamment de la découverte de ton TDAH. Et alors pour rappel, qui tu es? Alors j'essaye de faire une petite présentation, mais si quand même, j'espère que tout le monde te connaît, ou bien si c'est pas le cas, allez sur Marie. Déjà parce que tu partages énormément de choses sur la LSF. Je rappelle ce que c'est la langue des signes française, qui est une langue à part entière. Tu as fait, je pense, fait partie de ces personnes qui ont permis de sortir en fait cette image du handicap et qui ont permis en fait de exprimer que c'était une vraie langue et que même justement les personnes qui ne sont pas sourdes en fait peuvent et doivent pratiquer cette langue, qui a aussi un intérêt auprès des plus jeunes et auprès des bébés. Moi, je l'ai pratiqué avec mes petits bébés quand justement ils ne pouvaient pas encore parler. Alors, je faisais pas autant que toi, c'était pas du tout mon métier, mais ça a été tellement pratique, surtout pour mes bébés hypersensibles, tu vois, où ils pleurent tout le temps, où tu es frustré, où tu es dépassé en tant que parent parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai changé la couche, il a mangé, je comprends pas. C'est, voilà. Et quand ils ont des petits signes comme ça, mais c'est hyper pratique. Et tu écris Ça vient plein aider. de livres, des best-sellers incroyables que j'ai la chance d'avoir et que mes enfants adorent même maintenant à l'âge qu'ils ont. Tu vois, ils sont des signes entre eux et tout, même que des fois, moi, je les connais pas, ils se signent entre eux. Tu sais, là, les fratries, quand Trop ils se signent cool. entre eux et que tu comprends pas, là. C'est Mais du coup, génial. ouais, c'est génial. Donc, merci beaucoup pour ton travail. Et moi, ce que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur le côté entrepreneuriat et atypie, notamment avec ton TDAH, mais aussi avec ton HPI. Est-ce que tu aurais envie, j'ai des choses à rajouter sur ta présentation, est-ce que tu as envie de dire des choses? Je sais pas. Non, je crois que Non? tu as bien tout couvert, t'as bien tout couvert et bien tout expliqué. Si que je suis maman, Ouais, on l'a c'est dit, vrai. Non, que je maman suis de maman. deux filles, ouais. De maman de deux filles, donc maman avec ses atypies. Ouais. Voilà, sacré challenge. Sacré challenge. J'ai du mal à le dire. Et du coup, alors, on en avait un peu parlé, nous, voilà, en dehors du podcast, et quand tu m'as dit, voilà, que tu avais vachement appris de choses sur toi, compris de choses. Alors, on a été resté il y a un an, je crois que ça faisait un an, hein, le Ouais, podcast qu'on avait fait ensemble, sur juste, tu étais juste à la découverte de ton TDAH et tu avais exprimé ouais. à quel point ça avait été un soulagement pour toi, parce qu'il y avait des choses que tu ne comprenais pas, du coup, des croyances que tu avais sur toi, sur ton fonctionnement, et on était vraiment au tout début, en fait, Au de tout début. Ouais. Au tout début, parce que j'avais pas eu un vrai diagnostic. J'avais eu un début de diagnostic et où tout était, les voyants étaient ouverts pour le TDAH, juste. J'ai donc été suivie par un neuropsychologue qui m'a fait passer donc les tests du TDAH, mais pas que. Il y a eu d'autres choses qui ont été passées. J'ai ramené aussi le test de QI que j'avais passé à 19 ans. Et à partir de là, on a pu travailler ensemble. Donc, c'est là où il a posé le diagnostic donc, du TDAH. Mais ça a été même si ça avait déjà été vraiment. Voilà, on était quasiment sûr qu'il y avait du TDAH par ma psychologue. Là, c'était vraiment le neuropsychologue qui posait. Donc, il y a eu un soulagement. Mais il n'y a eu pas que ça. Il y a eu le fait aussi de poser le diagnostic de dyspraxie Ah oui, trop bien. et dyscalculie. Mm, J'ai mm. fait un combo. Et avec le HPI. Et Ouais. tout ça, je suis repartie de ce rendez-vous où on a fait tout le bilan ensemble avec une crise de larmes solo dans ma voiture où je crois que j'ai pleuré tout ce que j'avais accumulé pendant des années, à me trouver extrêmement bizarre, à côté de la plaque, potentiellement en fait dingue, pas fonctionnelle, dans un monde qui était complètement différent et mais tout s'est éclairé pour moi. Mais et c'est vraiment une renaissance. Depuis, c'est une renaissance et j'ai un moral d'acier, j'ai une énergie, de dingue. Ça m'a fait un bien incroyable, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, je me suis rencontrée moi-même. C'est vraiment la rencontre avec moi-même. Et pas ce qu'a forgé la société, mais c'était ma propre image. On s'est rencontrés toutes les 2 et on s'est acceptés pour vivre ensemble et pour que ça soit beaucoup plus fluide. Donc bah, ouais, j'ai compris que j'étais nulle en danse parce que j'étais dyspraxique et bah, derrière, je me suis pris des cours de danse et je sais que je suis dyspraxique et je comprends enfin pourquoi c'est beaucoup plus difficile pour moi de retenir des chorégraphies, d'avoir ma droite et ma gauche, au point où je me laissais fait tatouer d'ailleurs. Et en fait, je combats ça
c'est pas, combattre, c'est vraiment me dire: «Je vais le faire à mon rythme, mais je comprends en fait pourquoi il y avait des freins». Et donc ça explique énormément de choses sur mon parcours, sur ma vie. C'est un soulagement, mais il y a un truc qui s'est envolé. J'ai été libérée de je ne sais quoi, mais ça m'a énormément aidée. Ça m'a aussi fait du bien, que voilà, en toute honnêteté, de comprendre qu'il y avait du HPI parce que, moi j'avais un test de QI, qui était à 2 points d'être, Mmh. je sais Validé plus. comme, ouais, ouais, le fameux bah, en fait, il faut la barre des 130, enfin, il faut, pas du tout, hein. Maintenant, on sait et il y a beaucoup, heureusement, de psys qui sont suffisamment compétents pour ne pas s'arrêter à ça, parce que c'est vraiment un chiffre qui a été pris, un peu «au hasard» entre guillemets. On aurait pu prendre 125 comme 135. Donc l'intérêt, c'est de faire ce que ton psy a fait, c'est-à-dire un bilan total et complet, en fait, des atypies. Mais je te laisse continuer, du coup. Et du coup, quand il regarde mon test, il voit bien qu'il y a toute une partie, que je n'ai pas répondu. Donc tout ce qui est au niveau des maths, de la logique, il y avait plein d'endroits que j'avais complètement sauté. Pour lui, c'était évident. Il me fait: «Vous êtes à 2 points, du fameux, haut potentiel, mais en fait, vous n'avez pas répondu, du tout à l'intégralité des questions. Donc c'est pas un test, enfin, ça montre effectivement qu'il y a du HPI et que, bah, de la dyscalculie, elle était flagrante aussi. Donc bah, il a pu me dire: «Bah, voilà, vous êtes HPI», ce qui a permis finalement de venir, vous aider dans ce TDAH. Vous avez inventé des astuces partout et ça, c'est une amie à moi que j'ai rencontrée, qui est une amie à toi aussi, Catherine, la formidable Catherine Testa, du compte, «Et si on souriait?», qui a créé l'optimisme, donc qui est un soleil, c'est vraiment un soleil, Et qui a qui est écrit un livre venue sur chez le moi. TDAH. On rappelle qu'il y Ouais. a un Mmh. super livre TDAH et alors que vous pouvez retrouver partout. Vraiment, je vous le conseille. Elle a même fait du coup le compte associé sur Instagram. Donc vraiment, allez-y. C'est vraiment une mine d'informations et quand elle était à la maison, qu'elle me voyait fonctionner, mais elle me disait: «Mais mais tu as des astuces partout Marie, tu tu et c'est comme ça aussi que, voilà, j'ai pu cheminer aussi sur cette question du HPI, de voir que j'avais créé des astuces partout Une et que compensation, oui, on va j parler de ouais, compensation. ouais. Mmh. J'ai compensé et oui, je suis pas bonne en maths, je connais pas ma droite de ma gauche, je me perds, dès qu'il y a un changement de lumière, que dès qu'il fait gris par exemple, je reconnais plus ma route. Je me perds dans un lycée, dans les collèges, je me perdais en permanence, donc je me suis toujours pensée, stupide et là, j'ai compris qu'en fait non, l'intelligence, bah, c'est plein de choses et j'ai des endroits où je suis brillante et notamment sur le TDAH, j'ai créé mes petites compensations dans le quotidien qui m'ont permis de survivre et aussi potentiellement de le masquer et de bien vivre avec un petit peu mieux que d'autres personnes qui peuvent être beaucoup plus coincées dans ce TDAH. Mmh. Voilà, enfin, c'est tout un truc, voilà, on a nos difficultés, on a chacun nos difficultés, mais c'est venu en tout cas alléger à certains moments des difficultés avec le TDAH, ce qui n'a aucunement résolu mes problèmes d'organisation et de priorisation, hein, soyons Bien clairs. entendu, ça ne fait pas disparaître le TDAH, mais comme tu dis, ça permet de compenser et d'arriver quand même à un certain niveau, de réussite aussi dans sa vie, sans que ça soit trop handicapant non plus, en fait. C'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'il a su te l'expliquer ou est-ce que tu te rappelles pourquoi à 19 ans, ça a été si compliqué pour toi et pourquoi tu n'as pas pu répondre à certaines questions du test de QI? Ouais, moi, je suis allée voir, je sais plus, alors de ce que je me rappelle, c'était quelqu'un dans un truc d'orientation. Mmh. Quelqu'un qui me disait, mais faites, enfin qui m'avait déjà accompagnée sur le fait, quelles études je devais faire. J'étais fatiguée par mon bac. Mmh. J'avais bachoté mon bac comme une dingue, à l'idée de pas le réussir parce que j'avais des matières où c'était la catastrophe, notamment les maths. Et donc il me disait: «Mais faites un cycle court», donc j'avais quelqu'un d'assez froid qui s'était pas du tout penché sur mon test. Bon, bah, non, vous êtes pas, voilà. Bon, il y a des facilités sur certaines choses, notamment c'était tout ce qui était verbal, écriture Mmh. et cetera donc aller plutôt sur une fac de lettres et puis ça s'était arrêté là. OK, et maintenant avec le recul, tu te rends compte que c'est surtout à cause de tes troubles 10, c'est ça? Que tu n'avais pas pu répondre à certaines questions?
Oui, oui, c'était dû au trouble 10, la dyscalculie, enfin, c'est très difficile parce que moi, depuis que j'ai 7 ans, je prends des cours de maths. Enfin, j'ai eu pris des cours de maths sur toute ma Mmh. scolarité à partir de 7 ans jusqu'à la fac, parce qu'en fac de psychologie, il y avait des statistiques et quand tu as une dyscalculie, va comprendre des statistiques, c'est très difficile et donc depuis 7 ans, je prenais des cours de maths, mais je n'avais pratiquement jamais la moyenne en cours de maths et je me voyais, pendant que le professeur j'avais des profs géniaux qui m'expliquait, qui allait prendre des pommes et m'expliquait avec du matériel et je captais. C'était comme si la pièce, elle s'illuminait, je comprenais la logique Ça avait du et sens. quel Ouais. ouais, ça avait du sens et quelques minutes après, ça avait disparu. C'était un truc qui était pas palpable, en fait, j'arrivais pas à l'intégrer. Je comprenais et bam, ça me filait entre les doigts et le jour des partiels, des examens, des contrôles et cetera, je l'avais plus et c'était très difficile à tenir. Donc d'avoir compris que, voilà, il y avait ces grosses difficultés en mathématiques, en physique aussi, parce qu'il y a quand même pas Mmh. mal de calculs en physique. Ces problèmes de logique, et de spatialisation. Fais-moi faire de la 3D ou de la géométrie, pour moi, c'est comme voir à travers des murs, tu vois? C'est Ouais, comme, ouais. entendre les pensées de quelqu'un. C'est de l'ordre de enfin, du magique pour moi parce que je n'ai pas ça. Et donc de comprendre que voilà, c'est à cause de tout ça que ça avait posé des difficultés sur le test, ça m'a permis de comprendre: «OK, oui, donc mon test, il était pas, on pouvait pas mesurer vraiment bien les choses s'il y a toute une partie que j'étais incapable de Carrément. de 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 faire». Et aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, que ça soit ou dans ta vie de maman, ou dans ta vie entrepreneuriale, quelles sont pour toi les plus grosses difficultés que le TDAH ou les troubles 10, enfin, en quoi ça impacte ta vie? Avant tout ça, c'était l'impulsivité. Ouais. Avant, toute la première partie de ma vie, jusqu'à devenir maman, ça a été l'impulsivité. Je me pensais mauvaise, méchante, à surréagir avec, après autant d'empathie que je pouvais avoir, c'était incompréhensible et en devenant maman, j'ai eu la chance de me faire accompagner, par une thérapeute incroyable. Pourtant j'avais vu des psys, pendant des années, ça avait rien donné. J'avais un peu déblayé mon enfance, mais il y avait pas eu de retentissement majeur sur ma vie Mmh. et tout s'est amélioré en psychothérapie avec ma psychologue. Donc là, on est venu travailler tout le côté impulsif, tout ce qui venait de mon enfance, de la maltraitance pendant l'enfance, des violences que j'avais subies et cetera et l'impulsivité à ce moment-là, en la travaillant et en mettant des choses en place, elle s'est complètement dissoute. Alors, ça m'arrive, hein, d'avoir des côtés impulsifs, mais c'est beaucoup plus léger et ça, tout mon entourage, le touche du doigt vraiment. Là où, le TDAH se voit énormément dans ma vie de maman et dans ma vie, de co comment on dit? Entrepreneuse, ouais. D'entrepreneuse. Dans ma vie d'entrepreneuse, c'est, l'organisation et la priorisation. La Mmh. prio mais déjà le mot, il me fait fuir, j'ai envie de me barrer dès que je le prononce. C'est nul de prioriser, enfin il y a un côté où on vit pas quand on priorise. Alors il y a je vais dire ça à des gens qui ont pas de TDAH, ils vont faire: «Mais qu'est-ce qu'elle Et raconte?» oui, c'est évident. Et moi la priorisation, c'est comme si tu m'enlèves toutes les couleurs à la vie, tu me passes en noir et blanc et tu me fais un PowerPoint, tu vois? Je fais: «Trop pas». Pour autant, il y a des choses que tu priorises naturellement sans t'en rendre compte. Oui, oui. Bah, mes enfants, me brosser Exactement. les dents, prendre une douche, ce genre de choses et encore, il y a certains TDAH où c'est très Oui, compliqué. totalement. Je l'ai appris par la suite, mais même de s'occuper des enfants, il y a des personnes qui ont besoin de prendre un traitement pour être capables de pouvoir s'occuper des enfants avec un TDAH et ce que je peux comprendre. Donc vraiment, mais la priorisation dans le boulot, c'est une catastrophe. Moi, je fonctionne au feeling et j'ai toujours fonctionné à qu'est-ce qui est le plus attrayant, le plus sympa, le plus stimulant et je fonce que là-dessus. Donc Est ça met en péril pas mal de choses. alors ça met en péril, cependant, quand même, on pourrait parler de réussite professionnelle ou pas? Est-ce que toi tu as cette sensation? C'est très Il y a personnel. Il y a une réussite professionnelle, dans au niveau de tout ce qui va être, l'écriture des livres, Le au niveau projet de que tu as, ouais, j'ai tout en même réussi. temps. En plus, il y en a beaucoup en même temps. Il y en a plein, hein, on Ouais, a créé une application, pour c'est vrai. apprendre, les signes et la langue des signes. Il y a les formations en langue des signes, il y a Mmh, les mmh, livres, mmh. qui ont très bien fonctionné, mais je les tiens pas dans le temps. J'arrive pas à tenir dans le temps parce que moi, je suis créative, donc je lance des trucs et j'ai la chance d'être bien entourée.
Mmh. Mais le tenir dans le temps et être cette chef d'entreprise qui manage, qui pilote et qui c'est pas moi du tout. Donc je crée des projets, ils réussissent et hop, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Mais en fait, quand tu me parles, moi, ça m'étonne pas trop parce que tu vois, dans toutes les grosses boîtes, il y a toujours un créatif qui avait plein d'idées comme ça et derrière, il avait une team, enfin des personnes avec qui il travaillait, un peu plus «les pieds sur terre» entre guillemets, qui voyaient si c'était faisable, si financièrement c'était viable, qui va enfin je veux dire, je suis pas très étonnée, parce que pour toute grande en fait, je comment dire? Je trouve que tu es vraiment précurseuse, en fait, dans ce que tu fais, tu vois? Dans la LSF, dans tout ce que tu proposes et je crois pas que ça soit en fait, je trouve ça assez logique de pas avoir les 2 mentalités, tu vois? Je pense qu'en fait, c'est on est obligé d'avoir ça parce que tu me dis: «Je tiens pas dans le temps», mais en fait, ça fait quoi? On a commencé à peu près au même moment, je crois, sur Insta. Ouais, Tu vois? On a dû se connaître au début, ça fait quoi, 8 ans? Moi, ça fait ça 8 ans. fait 8 ans, ouais, ouais, ça Ah fait ouais? à peu près 8 ans, ouais. Et donc ça fait 8 ans que tu tiens, tu vois? Et c'est déjà long, c'est déjà long. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis toujours demandé, tu sais, je pensais pas être sur les réseaux et je suis toujours étonnée de voir 8 ans après enfin, tu vois? Et je me dis: «Dans 5 ans, non, j'y serai plus». Donc va savoir, on se fera un autre, peut-être podcast comme ça. Mais, comme quoi, en fait, c'est peut-être parce que justement, il y a beaucoup de projets, qu'on s'ennuie pas, qu'on a toujours des idées, qu'on a toujours cette envie d'avoir envie, tu vois? Qui fait qu'on tient dans le temps. Donc moi, je suis pas, ouais, je suis pas étonnée de ce que tu me dis, je trouve ça assez positif. Mais du coup, j'en viens à me dire, c'est que tu as su trouver aussi les bonnes personnes Ah mais oui. pour Ah déléguer et pour faire une super équipe, quoi. Oui, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens incroyables, mon meilleur ami, et son ami à lui, ils sont codeurs et développeurs, et c'est eux qui m'ont dit: «Mais ça serait pas une chouette idée?» et j'ai dit: «Mais vas-y, on fonce», donc j'avais cette chance-là. J'ai la personne que j'ai épousée, qui travaillait dans le marketing, avec des ingénieurs, sur des marques de drones et qui était formée à monter, et cetera, qui aujourd'hui est stop di et il travaille dans le stop motion, et qui m'aide, dans toute la gestion de tout ça. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens incroyables, dans mon parcours, donc je pense qu'on s'attire aussi. J'ai compris ça avec le temps. Les gens avec qui je match et où il y a ce truc dans mon cœur et où j'ai des yeux avec des étoiles dedans, c'est des gens souvent qui sont dans le même Proactive, ouais, univers que aussi, moi, voilà, dans la créativité et où je me sens il y a un écho, en fait. Je me sens pas solo dans un monde qui ne résonne pas. Je me sens en écho, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien. Du coup, tu travailles avec ton conjoint, Ouais, comme moi et ouais. je voulais et souvent, je sais pas si on t'a déjà posé la question, mais c'est souvent la question qu'on pose, c'est: «Est-ce que c'est pas trop dur de travailler avec son conjoint?» surtout quand on a justement cette intensité liée au TDAH, tout ça. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ah oui, je peux en parler. Alors moi, j'aurais jamais misé pouvoir vivre avec, mon conjoint, enfin, pouvoir travailler avec, vivre avec, j'étais de cette personne qui pensait que pour qu'un couple fonctionne, il fallait faire un peu comme Françoise Hardy, avoir son appartement, puis ton mec au-dessus et Et qu'il il y en a y et il avait y en que a oui, effectivement, il y en a que ça fonctionne bien comme ça. et nana que ça fonctionne et moi je vis H24 avec mon mec. On a fait école à la maison C'est ça. et on travaille ensemble et sur toutes ces périodes-là, en fait, même aujourd'hui, on est H24 ensemble. Mmh mh. On s'engueule quasiment jamais. On a chacun notre espace, on a énormément grandi ensemble, hein, au départ, c'était un couple qui n'allait pas fonctionner. Enfin, vraiment, c'était des conflits de dingue et moi, j'étais là: «Mais non, faut les résoudre par la communication. Faut qu'on comprenne où est-ce que ça fait des étincelles. Quand on aura compris où est-ce que ça fait des étincelles, on va ajuster, en fait. Moi, j'ai besoin de te connaître à 100 et toi, tu as besoin de me connaître à 100 et c'est comme ça qu'en fait, on a construit notre couple et aujourd'hui, mais de temps en temps, ça s'échauffe, genre on n'est pas content parce qu'il y en a un qui allait laisser traîner un truc. On laisse couler le truc et 2 secondes après, même si on a fait: «Oh, c'est relou ça» et puis voilà, ça nous a agacés. 2 Mmh. secondes après, on se marre en s'envoyant une vidéo de chat qui fait je sais pas trop quoi sur internet, tu vois? Donc on a vraiment notre univers à nous et on fonctionne très, très bien. J'aurais jamais parié sur ça, Ça fait jamais. combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire, 10 ans. 10 ans. Donc si j'entends bien, donc pour les personnes qui nous écoutent, 2 points clés, c'est ne pas laisser traîner la communication et trouver des solutions assez rapidement avant que ça s'installe
Et miser aussi sur la complicité avec des Ouais. vidéos de chat notamment. Exactement, ouais. La complicité, on a fait en sorte que, même sans les enfants et tout, voilà, on est nos points. On adore faire du skate, on adore faire du surf, on s'envoie des Mmh. vidéos trop rigolotes, on partage des films et cetera, les jeux vidéo. Donc on a toujours cette base-là qui nous réunit comme des gosses, en fait, Mmh mh. et on a beaucoup, beaucoup communiqué. C'est moi qui étais insupportable là-dessus. J'étais là: «Non, mais s'il y a un conflit là, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui t'a agacé? Est-ce que là où qu'est-ce que j'ai touché qui fait que toi tu t'es emballé? Mmh Qu'est-ce que mh, toi tu as mmh. touché qui fait que moi je me suis vexée?» Et comme ça, on a appris à bien se découvrir. Moi, je sais que voilà, la fierté, pour lui, c'est hyper important. Son image, c'est hyper important pour James. Je vais pas aller, dire quoi que ce soit dessus. Je sais qu'il y a Mmh des mh. des choses touchy et il connaît mes choses touchy On a et on tous se nos limites, quoi. respecte. Totalement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en a pensé, de toute, justement de tout ce que tu as mis en place pour essayer de mieux te comprendre par rapport aux atypies? Quand tu lui as expliqué que tu avais un TDAH, comme un HPI, tout ça, qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce que c'est des questions qui reviennent souvent, tu vois, sur les femmes qui n'osent pas aller, je pense, à la quête d'elles-mêmes lorsqu'elles sont en couple, parce qu'elles ont peur que ça puisse changer leur couple. Alors moi, mon mec, ce qu'il dira, pourquoi il m'a choisi déjà moi dans la vie, pourquoi il a fait c'est elle que je veux épouser, sachant qu'il était déjà marié des années avant qu'il venait de divorcer, c'est parce qu'il a vu chez moi ce potentiel de je monte, c'est-à-dire moi je m'élève, j'apprends plein de choses, je suis toujours curieuse et je travaille sur moi, donc je m'élève tout doucement vers quelque chose de plus sage et plus serein et j'emporte avec moi les gens qui sont autour de moi. Donc il s'est dit: «Elle va m'apprendre des choses, je vais pas m'ennuyer, elle va m'apprendre des choses et je vais m'améliorer» et donc quand moi je découvre alors le comment on a découvert vraiment cette pose de diagnostic, ça part des enfants. On Mmh mh. amène ma fille, chez, le neuropsy en disant: «Bon apparemment il y a un TDAH ou, un trouble du spectre autistique, donc il faut qu'elle passe des tests». Donc la gamine, elle se farcit tous les tests et le neuropsy fait: «Non, alors effectivement il y a de l'hypersensibilité sur plein de choses, donc il faut énormément travailler avec une psychomotricienne, il y a des choses à mettre en place, mais il y a pas de trouble en fait» Il y a pas de et TDAH. là on s'est regardé et on s'est dit: «Beh, c'est peut-être nous» et ça je savais que si on a des parents avec des atypies, la famille fonctionne d'une Ouais, certaine manière. ouais. Donc j'ai dit: on va voir pour moi» et à ce moment-là aussi mon mari s'est dit: «S'il y a une suspicion de trouble autistique pour notre fille, c'est possible que ça vienne de mon côté». Mmh Parce que mh. lui, il a des atypies, Ouais, c'est ça. voilà, il peut ne voir personne. Le covid était une période, magique pour lui. On Ah, voyait pour personne, beaucoup il y avait d'atypiques. pas de contact physique, ce genre de choses avec les gens, donc il était trop bien lui dans son vaisseau spatial. On est dans son vaisseau spatial d'ailleurs Et puis, et pour voir le podcast sur YouTube, il y a toute la vidéo, vous pouvez voir le vaisseau spatial, de la famille, de c'est Marie. vrai. Et du coup, il a commencé, lui, à cheminer, à se dire: «Ouais, peut-être que moi, il y a une atypie» et Mmh. moi qui continue, et qui va sur ce diagnostic-là, quand il y a ce diagnostic-là, tout s'éclaire aussi pour lui. C'est-à-dire, il me dit: «Ah mais je comprends mieux. Pourquoi tu Mmh. bois ton verre d'eau et tu laisses ton verre d'eau traîner alors que je te dis, 10 fois Mmh. par jour: "Marie, le verre d'eau"». C'est pas que tu manques de respect, c'est parce que tu es incapable vraiment dans ton cerveau, cette tâche-là, elle Le n'existe verre pas. d'eau Tu n'existe t'en plus, effectivement, ouais. Le placard ouvert, c'est pareil. Mmh. Donc moi, je mets en place des stratégies et c'est ce qu'on a mis en place. C'est des stratégies pour pas que lui se retrouve avec, les placards ouverts, les verres d'eau sous facilité de: «Wouh, elle a un TDAH, donc il faut tout Ouais, passer». bien s bien mais c'est hyper important ce que tu dis là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent justement de cette incompréhension et ou il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça en disant: «Beh, j'ai un» moi je l'entends souvent sur l'hypersensibilité ou sur autre chose en disant: «Beh, je suis comme ça, je peux pas changer». Ben non, comme tu en témoignes, on peut quand même tenter de mettre des choses en place et du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors ce qu'on a mis en place, c'est aussi de beaucoup déjà d'en communiquer. On fait régulièrement des petits bilans tous les 2, au moins une fois par semaine. C'est qu'est-ce qui est relou? Qu'est-ce qui t'a tendu? Bon, ben, moi, par exemple, moi, là, en ce moment, il y a pas super longtemps, il me dit: «Ah, les chaussures dans l'entrée, là, c'est plus possible, personne tu ne mets pas, toi, tes chaussures dans l'entrée, donc les filles ne mettent pas les chaussures dans l'entrée, donc on ne met plus les chaussures dans l'entrée. Quand on rentre, on shoot dans un peu tout ce qu'il y a dans l'entrée». Donc voilà, donc Tu moi, l'as je mets même en place rencontré. je rentre à la maison, donc par exemple, moi, je rentre à la maison, pourquoi je ne mets pas mes chaussures dans le placard? C'est que je rentre à la maison, j'ai systématiquement envie de faire pipi.
Mmh. Parce que, j'ai pas fait pipi, assez dans la journée. Donc ce que je fais, c'est je travaille sur aller aux toilettes quand j'ai besoin d'aller aux toilettes pour rentrer chez moi et avoir ce temps de déchausser et de faire étape par étape. On a tout un récap, à l'entrée de la maison de qu'est-ce que qui sont pour les filles et pour moi. Quand je rentre à ma maison, qu'est-ce que je fais? J'enlève mes chaussures, je range mon manteau dans le placard et ça paraît mais super, logique pour tout le monde et qui n'a pas d'atypie, mais bah, pour nous, c'est pas ça. Nous, on prend, wouh, on jette tout sur le fauteuil et on va faire un truc super cool, tu vois. Et donc, on a mis en place des choses dans le quotidien. Je sais que pour que je change mon fonctionnement, par exemple, si j'oublie de fermer le placard quand je prends quelque chose, il faut que je mette en place une routine. Il faut que j'intègre le fermer le placard dans ma routine pour Mmh. qu'au bout d'un moment, et une fois que c'est adopté par la routine, c'est bon, tu vois. Parce Alors que du mes petits coup soins le soir, là, ouais. parce que moi, j'adore prendre soin de moi, et cetera, mais c'était très compliqué d'appliquer de la crème le soir. J'ai 1000 trucs à faire le soir, j'ai une série à regarder, j'ai mon mec avec qui discuter. Comment tu cales ça? Déjà, je me brosse les dents, je pense à brosser mes dents tous les soirs et ça a été un travail Ah ouais, énorme oui, parce c'est que vrai. je sais que ça, c'est Catherine qui en parle dans son livre. Oui, bien Le sûr. fait du brossage de dents, c'est pas facile parce que, mes potes qui ont un TDAH où c'est facile, c'est qu'ils ont la salle de bain qui est juste avant, la chambre et ils passent par la salle de Mmh. bain pour aller se coucher et là, c'est plus facile. Là, bah, moi, j'ai dû mettre une grosse rigueur sur le brossage de dents et pareil pour les soins, le soir, machin, je l'ai inclus dans une routine et il y a un moment donné où j'arrive dans ma soirée, boum, la routine, je repense que c'est le moment. Ah, j'y pense, c'est le moment où je fais mes petits trucs pour les yeux, je mets mes petites Alors attends, crèmes. parce que du coup, j'étais en train de me dire, c'est quand même hyper compliqué parce que tu te rajoutes du coup une charge mentale que pour d'autres personnes c'est normal, c'est banal. Là, c'est quand même une charge mentale qui demande quand même d'y faire attention. Donc, Ouais. ce que je comprends, c'est que avant que ça se transforme en routine, c'est quand même vraiment quelque chose de, enfin, qui te demande de l'énergie mentale, quoi, d'y penser. Alors oui et non, parce que je vais mettre toutes mes crèmes, j'ai une grosse lampe, je mets toutes mes crèmes sur ma grosse lampe et quand je vais me coucher, je les vois mes crèmes Oui, et je mais fais: rien «Ah, que ça, plus le reste, plus le reste. Enfin, j'ai l'impression que du coup, c'est comme si c'était il y avait plein, plein, plein tout le temps. Il fallait penser à plein, plein, plein de trucs tout le temps. Et tu vois, je veux dire, là où pour le. Enfin, et du coup, je pense que ton HPI te permet de penser aussi à autant de trucs, tu vois. oui, Par exemple, je pense que oui, parce que sinon j'aurais une fatigue mentale le ouais, soir, c'est ça, de l'espace et c'est pour ça ça. que quand je parle de mon TDAH, il y a toujours ce HPI derrière qui vient aider dans Ah certains oui. côtés, mais qui est un bordel innommable parce que, je pense à 100 000 choses en même temps, ce qui fait que, voilà, ça amplifie, j'imagine, des choses dans le TDAH et ça m'aide d'un autre côté. Donc, j'essaye de trouver des solutions. Je sais plus si c'est dans le podcast avec toi où je racontais que bah, moi, je sais jamais quoi mettre. J'adore les fringues, Oui, on en avait j'adore parlé. m'habiller. Voilà, et j'ai collé des tenues partout. Comme ça, je cherche en fait j'adore trouver des solutions aux problèmes. Ouais, ça, c'est C'est, ton côté HPI, oui, effectivement. Un c'est... problème, génial. Mais alors, du coup, je sais que, alors je sais pas si ce sera ton cas, mais je sais que pour beaucoup de personnes justement qui ont ritualisé beaucoup de choses, les imprévus, c'est très compliqué. Et il y en a qui vont éviter, par exemple, de partir en vacances, parce que s'ils sont pas chez eux, ben, ça va être très compliqué pour les routines. Est-ce que c'est ton cas ou ça va? Alors, les imprévus, enfin, ça dépend lesquels, mais des vacances, non. Enfin, je me dis toujours, ça va être trop cool. Je vais bronzer, je vais kiffer. Tant pis, j'aurai des cernes sous les yeux et des ridules. Bon, ben, il y a le côté un peu impulsif qui reste présent sur la recherche de petites dopamines et tout ça. Donc, non, les imprévus, non. Non, je saute dedans à pieds joints. C'est fun. Ça me J'ai fait du bien. interrogé il n'y a pas si longtemps justement Clémentine Sarlat pour tu sais de la matrescence. Je lui demandais ses réussites notamment dans tout ce qu'elle a entrepris, tu vois, au niveau de sa vie entrepreneuriale qui est aussi extraordinaire. Et elle me disait, je pense que mon TDAH, comme il y a de l'impulsivité, je passe à l'action avant d'avoir peur. Elle fait et elle y voyait un avantage. Elle disait en fait c'est je me lance et après je dis je me suis lancée sans parachute. Mais elle s'est lancée et ça passe parfois. Et elle trouve que justement, ben, ça a été un point positif pour oser faire plein de choses en fait. Parce que l'impulsivité passe avant la peur. T'en penses quoi, toi? Ah non, mais c'est ma vie, ça. J'adore. Je sais pas le définir, mais il y a quelque chose que quand je prends une décision, Mm. cette espèce d'élan que je prends et je saute, et ce truc où je suis confiante. Mais c'est ça. Je suis confiante, je me dis, et puis en plus, je suis confiante que ça marche ou que ça marche pas parce que j'ai aucune certitude que ça va marcher, mais je me dis, bah si je me rate, je vais me démerder.
OK, OK. Et j'adore ce moment où je saute, mais que ça soit pour tout. Je peux prendre un billet à la dernière minute pour, partir en voyage comme pour, aller faire, une conférence ou je fonce et cet élan, cette énergie de décision où je n'ai pas à choisir, j'ai choisi et j'accepte d'avoir choisi. Ouais. Je déteste l'incertitude. Alors ouais, moi, l'incertitude, hésitation, peser le Mmh, mmh, pour, le mmh. contre, le machin, oh, c'est Ouais, hyper anxiogène. c'est intéressant de voir. Effectivement, tu as pas le côté organisation, planification, c'est-à-dire que tu peux partir toi, du jour au lendemain, je sais pas, au Japon, mais tu vas pas organiser ton séjour, organiser ce que vous allez faire tel jour, non. C'est du jour au lendemain, tu y vas et vous y allez, vous kiffez votre moment, mais c'est vrai que ça te ferait flipper et tu apprécierais même pas ton voyage s'il était hyper organisé au jour près, à l'heure près, quoi. A alors, j'ai eu organisé, hein, des choses, on a fait un très, très beau voyage, que je pense on le fait qu'une fois dans sa vie, voilà et hors de prix et cetera. C'était Hawaï et on s'est dit: «Il faut» et je l'ai organisé et c'était très bien aussi. Ça ne m'étouffe pas si Ah, c'est organisé, il y a ce côté impulsivité et ce côté je réfléchis pas parce que si je me mets à réfléchir, j'ai peur. c'est ça. Si je commence à réfléchir, oui, bah, oui, il me risque d'y arriver ça, on est quand même partis nous, par exemple, à 32 heures de notre maison, en laissant les enfants en sécurité avec les grands-parents, mais on s'est dit: «S'il y a une quoi que ce soit, on arrive trop tard, quoi». Ouais. Donc si j'avais anticipé, trop réfléchi et cetera, ça aurait pas fonctionné. Après, il faut savoir aussi que moi, j'ai énormément travaillé le trouble anxieux parce que j'avais un trouble anxieux, d'avoir le diagnostic de TDAH. Il y avait un trouble anxieux, au niveau de la naissance des filles et cetera, qui a été complètement, traité, soigné et du coup, je ne tolère plus trop, le stress et les angoisses autour de moi. C'est vraiment je sens que ça n'est plus possible et j'évite les gens qui sont trop anxieux, trop angoissés et qui peuvent me contaminer parce que c'est quelque chose que j'ai sorti de ma vie. Donc, je réfléchis pas quand je prends des décisions. Alors oui, le but c'est pas non plus je vais pas aller, sauter, sur une voie ferrée quand il y a un train qui passe, tu vois? C'est pas on n'est pas sur des prises de décision complètement irrationnelles, mais quand passe à l'action, je passe à l'action. J'ai pas trop réfléchi avant du pour, du contre, du machin, parce qu'il y aura toujours des choses contre et des multiples scénarios qui me feront pas réaliser ce qu'il faut faire. Et j'ai une confiance par contre, je sais pas si c'est lié au TDAH, mais j'ai une confiance, en moi dans la capacité à rebondir. Mmh. Je sais que je suis une personne qui va enfin, moi, j'ai grandi, mes parents ont jamais eu d'argent, on s'en est toujours sortis. La situation actuelle où je vends des livres et où je suis sur les réseaux et cetera, pour moi, c'est juste un laps de temps. Dans quelques temps, bah, je serai suprafauchée dans la galère, mais je sais que je réussirai. Je me débrouillerai parce que moi, j'ai travaillé, chez McDo, enfin, c'est pas un problème, en fait, de redescendre et de travailler. Donc je me dis: «Je rebondirai. Du moment où je suis en vie, du moment où mes enfants sont en vie, ça va aller». Tu confiance dans ta résilience. Exactement. Ah, j'ai très envie de rebondir sur cette perche-là, sur, ton entourage. Parce que je trouve hyper honnête, tu vois, de dire: «Bah, en fait, j'ai rien contre les gens anxieux, c'est pas le problème, mais parce que pour me protéger moi, c'est pas contre les autres, mais c'est pour moi, je choisis effectivement, les gens, qui vont m'entourer». Est-ce que tu as la sensation que en te connaissant mieux maintenant, et notamment avec tes atypies, eh bien, il y a un tri qui s'est fait dans ton entourage ou un choix, volontaire ou pas? Oui, oui, il y a clairement un tri qui s'est fait. J'ai dû, vraiment m'écarter de certaines personnes et tristement, ma maman. Ma maman est très, très anxieuse, très angoissée, très impulsive, c'est quelqu'un qui bouillonne en permanence, qui voilà et j'ai dû prendre de la distance par rapport à elle parce que ces valises qu'elle va me donner d'angoisse, je peux pas, je les ai portées toute ma vie, j'ai grandi avec ça et clairement, ma maman, je l'aime, je suis heureuse de tout ce qu'elle a fait pour moi, de tout ce où elle a pu m'accompagner. Mais c'est quelqu'un que je ne peux pas avoir trop proche de moi parce que sinon, vu qu'elle galère à s'occuper de son trouble anxieux, de tout ce qui va pas et ben, elle me file ses Les valises et c'est parasites, hors ouais. de question. Ça me parasite Mmh et mh. donc ouais, il y a même dans les amis, il y a des gens où j'ai fait un pas de côté et où je suis moins présente parce que c'est des gens qui sont trop, qui dégoulinent de stress et moi, je suis poreuse. Mmh Alors mh. peut-être que dans 5 ans, je te dirai: «Ah non, mais maintenant ça me coule Oui, dessus, c'est je ça, suis c'est complètement exactement. Ouais, ouais, imperméable». ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Donc c'est des gens dont voilà, j'ai besoin de gens qui sont positifs, qui sont
peaceful, qui bouillonne effectivement d'idées, mais c'est pas mort d'angoisse et de scénarios catastrophes en permanence. Ouais, bien sûr. Est-ce que je vois par exemple beaucoup de femmes, alors tu me diras si ça te fait écho ou pas du tout, mais tu vois, il y a des femmes qui témoignent qu'une fois qu'elles ont découvert leur HPI, elles se sont permises davantage. Et il y a une comparaison, et il y a un psychologue qui a utilisé un terme assez intéressant qui est quand même fort, mais qui est très vrai. Beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles sont HPI sont dans une sorte d'anorexie intellectuelle. Donc, tu vois, on fait le parallèle avec l'anorexie alimentaire, où elles vont se sous-alimenter en fait intellectuellement, volontairement et involontairement en disant qu'elles n'ont pas le temps, que ça les intéresse pas. Et du moment qu'elles sont HPI, c'est comme si, ben, un peu comme ces femmes, tu sais, quand elles découvrent qu'elles sont enceintes, paf, le ventre sort. Et ben là, il y a la curiosité, l'investigation encore plus. Et elle disait, d'un coup, ben, en fait, je me suis révélé des potentiels que je ne savais pas. Je croyais que j'étais nulle à ça, puis en fait, pas du tout. Et il s'est passé un truc, en fait. Elles n'ont pas changé de cerveau, elles ont toujours été comme ça. Et elles se réalimentent, en fait, intellectuellement, elles osent davantage. Et du coup, ça change aussi ben, là, alors là, ça ne sera pas le cas avec ton mari parce que clairement, il t'a choisi justement pour tout ça. Mais pour certaines, malheureusement, ça peut mettre en mal leur couple parce que le couple, c'était pas créé comme ça. Ou leurs amitiés. Et le fameux ah ben t'as changé, ce que je trouve ridicule parce qu'on change tous. Déjà On physiquement, change j'ai pas le tous. même corps qu'il y a 20 ans. Et donc c'est normal Exactement. qu'intellectuellement, ça soit pareil. Mais du coup, elles sont obligées de se recréer en fait un noyau amical et c'est pas toujours facile. Ça, clairement, je l'ai ressenti. Alors moi, je l'ai mis beaucoup sur le H du TDAH, de l'hyperactivité. Hmm. Ce qui m'a le plus surprise quand il y a eu TDAH, le diagnostic qui est tombé, c'est qu'il y avait vraiment de l'hyperactivité. Et alors moi, ça a été révélateur, moi qui bougeais pas beaucoup, mais qui me rongeait les ongles, qui tourne ma bague, qui touche mes cheveux, Ouais. Les femmes, elles qui... ont- ouais. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait on connaissait le TDAH avec surtout les signes de l'hyperactivité au masculin et moins au féminin en fait. Et quand on parle d'hyperactivité dans le TDAH, on parle aussi d'hyperactivité intellectuelle et ça on l'oublie souvent. Exactement, et je suis de celles qui, tu vois, je suis recroquevillée parce que sinon mes jambes elles bougent. J'entortille mes jambes d'une certaine manière pour pas qu'elles bougent. Donc en fait, j'ai appris à contrôler mon corps. Ah, Mais cette hyperactivité intellectuelle, quand elle s'est... Alors déjà physique, ça m'a libérée physique. Je me suis mise ok. à faire énormément de sport. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Ah, c'est génial. Moi qui étais pas... alors je faisais du skate et du surf, tu vois, mais j'avais pas intégré dans ma routine quotidienne. Vraiment, c'est tous Alors les que jours, je fais du ouais. sport. Et Et du ça coup, me fait un bien eh de oui, fou. mais oui, parce Et que je si n'ai la plus... tension J'ai elle reste j'ai- dedans, c'est nerveux après du coup. j'ai plus besoin de boire un verre pour me détendre. C'est ça. Aujourd'hui, je vais faire 1 ou 2 heures de sport. Je rentre, mon mec m'a dit, mais tu rentres du bar ou quoi? T'es complètement pompé up, on fire, t'es trop bien, quoi. Et Ah, vraiment, ça m'a apporté un truc. j'adore. Déjà, je bois beaucoup moins d'ailleurs. Ça, c'est hyper Mhm. intéressant. Depuis le diagnostic, j'ai réduit ma consommation d'alcool où je pouvais boire un verre ou deux le week-end. Vraiment, ça arrive maintenant tous les 2 mois. Je bois et vraiment, je vois que ça impacte mon TDAH, hein. Ouais, Le truc ouais, ouais. explose. Je me traîne le TDAH, il est pire, Super il est pire les jours intéressant. suivants. Alors, je ne sais pas là tu donnes l'exemple de l'alcool, mais si je pousse un peu loin l'analyse pour certaines personnes qui nous écoutent, toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit, interrogez-vous derrière s'il n'y a pas effectivement une atypie que vous ne connaissez pas et qui est un peu prisonnière. Alors, quand je parle d'addiction, il y a les addictions que l'on juge négatives, donc effectivement l'alcool, le tabac, enfin les jeux d'argent, voilà, mais toutes les addictions positives aussi, que dans notre société, oh bien, on voit ça positivement, c'est aussi des formes d'addiction. Je parle notamment effectivement au travail, au sport, sexuel aussi. Ce Ouais. sont des formes d'addiction en fait qui sont Les auto réseaux sociaux? les réseaux sociaux, exactement, l'addiction aux écrans, mais tout ça, en fait, malheureusement, ne vous épanouit pas. Donc, du Non. coup, et je trouve ça très juste quand tu dis, bah, en fait, après, je me sens mais, bien, en fait. Alors qu'une addiction, on se sent pas bien après. Soit on culpabilise, soit on se sent vide, soit, en fait, La nourriture aussi, la t'en as nourriture, parlé? tu as raison, ouais, L'hyperphagie. ouais, L'hyperphagie est un gros... Enfin, je le vois beaucoup dans le TDAH. c'est Ces vrai. moments où, boum, on a envie de sucre, on a envie de manger, de se remplir, et où après, derrière, on culpabilise. Alors, il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé, et ça sera ma dernière question parce que sinon on va y passer des heures. Euh, je remarque que quand on a un TDAH, les atypies en général, mais surtout quand il y a un TDAH, on est en difficulté face au sentiment de frustration.
la frustration est très, très, très difficile à accueillir, à vivre et à en faire quelque chose et ça peut générer justement des formes d'addiction aussi. Tu en penses quoi? Alors moi, la frustration, je l'ai travaillée avec ce besoin de shoot de dopamine. Moi, j'ai tout Voilà, organisé avec j'ai compris que le TDAH, je cherchais de la la dopamine. dopamine, exactement. Dans les impôts, la compta, et cetera, il y a Ah, 0 dopamine, d'accord? Donc bon, bah, il y a des tâches que moi j'ai appris à si, hein, déléguer. il y a des gens qui peuvent aimer. Franchement, chapeau. Enfin, moi, je les regarde avec des yeux en cœur parce que j'aimerais, m'éclater dans Chacun ses l'administration. fantasmes, Marie. Ouais. Il y a voilà. Mais donc, j'ai compris que je suis à la recherche de dopamine. Donc, moi, je suis tombée dans des addictions beaucoup plus jeunes. J'ai été addict aux opiacés quand j'étais traitée pour l'endométriose. J'étais accro à plein de choses qui passaient dans la société, quoi, on va dire. Mais quand même, les opiacés, voilà, je me suis sevrée toute seule. Mais j'ai compris ça. Donc, à partir de ce moment-là, je comprenais ces envies de sucre et de bonbons le soir. Mmh. Donc, je me suis juste documentée, j'ai lu les livres, donc le livre de Catherine, mais il y a plein d'autres livres, Mon cerveau a besoin de lunettes. Enfin, il y en a il y a plein de bouquins sur le TDAH, qui m'ont énormément appris et donc j'ai où est-ce qu'il y a de la bonne dopamine? Et ça, je l'ai travaillé aussi avec Très mon bonne psychiatre question. parce que à la suite du neuropsychologue, moi, je suis allée voir un psychiatre pour poser le diagnostic et avoir une médication, Ouais. exactement. Et donc le mec qui est spécialisé dans le TDAH, qui est sûrement TDAH et HPI aussi, m'a expliqué où est-ce qu'on trouve de la dopamine et de la dopamine un peu plus saine que, de jouer aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure, que, d'aller picoler au bar avec les potes, ou, de partir à Cancun faire la teuf, tu vois? Ou de sauter sur des bonbons le soir. Donc, déjà, le soleil. Je fais une cure de soleil dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis dehors et s'il y a pas de soleil, j'ai ma luminette quand je me maquille. Tous les jours, je me maquille, c'est mon kiff, je me fais mon petit make-up. Donc j'ai une luminette et je prends une dose. Mais dès qu'il fait beau, je suis Mmh. dehors et tous les matins, je prends mon petit déj dehors dans ma couverture, je prends du soleil. Ensuite, le sport. Le sport, permet, d'avoir, des shoots de dopamine. Donc j'ai commencé tout doux avec du pilates et du yoga et puis maintenant, c'est du cardio et je m'éclate dedans. Le corps a suivi aussi, donc il y a une estime de soi et voilà. Et mais il y a Ouais. pas d'addiction, il y a je fais ça Tu as pas quand j'ai le besoin temps. tous les jours, tout le temps, non, Non, c'est dans une routine non, ça agréable. ça reste toujours un effort pour moi. Il y a Ah toujours, «Allez, j'y vais, je serai contente après, je serai pompée». Voilà. Il y a le fait de faire des câlins, oui, c'est le vrai. pouvoir magique du câlin, mais Ouais, de ça prendre je alors, quelqu'un dans ses j'ai bras, pas ouais. j'ai pas été trop câlinée non plus enfant. Bah, il y avait quand même de l'affection, c'est pas le problème, mais je pense que j'ai pas été ces enfants où c'était beaucoup tactile. Donc Mmh. je l'ai appris à le développer. Avec Je l'ai tes enfants? appris avec mes enfants, donc qui sont, en libre service si elles veulent me faire un câlin. Moi, je leur demande quand elles veulent faire si je peux faire un câlin, mais c'est plus elles qui vont venir les chercher et c'est elles qui m'ont appris. C'est elles qui m'ont rééduquée Mmh. là-dessus. Le portage, enfin la naissance, en fait, Oui, c'est on se rend vrai. compte du pot à pot et de Mmh. ces shoots d'hormones, que moi je prenais, pendant l'allaitement, le pot à pot. Je trouvais que c'était très similaire aux montées à la MDMA, par exemple. Je retrouvais des similarités, dans le shoot, qu'on prend, avec ces drogues-là. Donc je trouvais ça génial d'aller le chercher sur du pot à pot. J'ai de la chance, je suis mariée, j'ai un conjoint, donc on se câline, on se fait des câlins dans la journée, on se pose quand ça Mmh. va pas. On a instauré le câlin comme, je me brosse les dents, il y a du câlin, toute la journée, du pot à pot, du contact. Il y a, bah, quand je sais que le soir j'ai envie de dévaliser, mon frigo, et de manger des trucs sucrés, je vais aller, aller chercher de la dopamine, par exemple, dans une série. Je vais dire à mon mec: «Tiens, viens, viens, on se pose, on fait un câlin et on regarde une série en amoureux» et là, boum, mon tout remonte et si mon mec est pas dispo, on a la chance, on a un chien qui est génial, c'est comme un chat Les et animaux il de est sur compagnie moi. aussi, c'est vrai. Et les animaux de compagnie jouent là-dedans. Donc en fait, il y a plein de moyens. J'adore écouter des podcasts, donc je sais que si j'ai un podcast qui est tout nouveau, machin, je vais le lancer et là, j'ai mon shoot de dopamine et ça m'évite de sortir, d'aller consommer de l'alcool, d'avoir envie de fumer une clope, même si je fume plus depuis des années ou de boire de l'alcool, manger, avoir une crise de boulimie, ce genre de choses, quoi, voilà. Est-ce que tu as trouvé des shoots de dopamine dans ta vie pro? Parce que moi, j'étais vraiment à la recherche de ça et c'est pour ça que je pense que je tiens dans ce métier parce qu'il y a des choses que je kiffe faire, tu vois? Clairement, en fait, mais je pense que c'est toute cette histoire de non priorisation, c'est que dès qu'il y a un truc qui me plaît, dès que j'ai une nouvelle idée, La boum, liberté je de saute dedans. l'entrepreneuriat.
Exactement. Ouais. Mais je supporte pas, je sais plus, j'ai eu fait des espèces de séminaires où on me disait comment fallait créer du contenu, il fallait Mmh. m'inspirer des trucs aux États-Unis, machin et tout. Bah J'étais oui. là: «Mais c'est trop nul s'il faut que je copie des autres». Ouais, Moi, il y c'est a tout qui sort de ma tête quand ça vient et mais je le ça fais marche et ça et ça marche. marche et en tout cas, au pire, ça marche que pour moi, mais je l'ai Oui, oui, fait oui. et je me suis Ouais, réalisée, tu vois? Donc il y vraiment. a vraiment ce côté-là où mon boulot, pour le moment, je veux pas trop le structurer, même s'il faudrait, hein, pour que ça fonctionne bien. Mais je peux pas, c'est mon laboratoire où je fais plein de toutes mes expériences et où ça fume et où j'ai les cheveux en l'air et J'imagine c'est bien le truc. passionnant. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent avec tout ce qu'on vient de dire, franchement, c'était super riche. On aurait encore pu parler des heures, mais peut-être ça fera un épisode numéro 3 plus tard. Un conseil, quelque chose qui t'a marqué et qui t'a permis aujourd'hui d'être aussi bien en fait dans ta vie, ça serait quoi? Pour moi, ça a été, la psychothérapie. Ouais. Je pense pas que j'en serais là sans psychothérapie. Ça a été un peu un guide, comme, ben, quand on monte un escalier, on s'appuie dessus. Il y a cette rambarde qui nous aide à tenir la rampe. Ça m'a permis de monter, de tirer, de m'appuyer, d'avoir un vraiment cette notion de guide. Sinon, je sais pas ce que je serais devenue. Je sais pas si je me serais pas cassé la tronche et que je me demande même si je serais pas en hôpital psy parce qu'à un moment donné, j'ai tellement douté de moi. Est-ce que j'étais normale, d'avoir autant de pensées en même temps, d'avoir, des bagues de ping-pong qui rebondissent en permanence dans cette tête et qui sont pas traitées et que je sais pas comment faire. Mmh. J'ai appris grâce à la psychothérapie, à avoir une bonne psychothérapeute qui a su me dire: «Peut-être qu'il y a un peu du TDAH, ce serait bien d'aller explorer tout ça». Elle m'a illuminé des endroits où moi je suis allée, mais elle m'y a quand même un peu guidée donc ça a été vraiment, très bénéfique pour moi, mais mon mec, mes enfants, sur tout le monde, quoi. Mmh, c'est un très, très bon conseil. Quand vous souffrez de quelque chose, allez consulter un professionnel de la santé mentale. C'est hyper important, hyper, hyper important. C'est vraiment un luxe, Ouais. enfin, moi, je le vois pas comme, quelque chose où on va se faire soigner et ça, c'est vraiment important de alors on peut, hein, il y a des moments où moi je suis allée consulter parce que j'étais en énorme souffrance, mais il y a vraiment ce moment où il faut se dire: «C'est un luxe, c'est un airbag, en fait». C'est quelque chose qui vient nous entourer et nous accompagner et nous aider, enfin, je trouve ça fascinant. Vraiment, c'est si en plus, aujourd'hui, en France, on a une séance par mois qui est remboursée par la sécurité sociale, si le psychologue ou la psychologue est sur les listes sur amélie.fr. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller creuser sur soi pour se faire du bien et d'utiliser, ce qui est mis, à disposition. Ou bien, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais je vais quand même le tenter. On peut aussi prioriser ses dépenses pour mettre de l'argent de côté pour ça, en fait. Après, il y a un temps pour tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter en disant: «Mais là, je me le sens pas» et c'est pas une question d'argent et c'est OK aussi, sans culpabilité. Complètement. Parce que faire une thérapie, c'est énergivore en vrai. C'est pas toujours facile. Sauf que des fois, il vaut mieux utiliser le peu d'énergie qui nous reste pour faire une thérapie plutôt que d'attendre et de ne plus du tout avoir l'énergie pour le faire. Complètement. Eh beh, écoute, un grand merci Marie, franchement. Merci à toi. N'hésitez pas à suivre Marie, je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Elle fait un travail exceptionnel, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Merci pour toute cette authenticité, cette honnêteté, cette sincérité, franchement, je n'en doutais pas, mais franchement un grand merci à toi. Merci beaucoup, c'est très Merci inspirant. beaucoup. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!